Bienvenue, c'est 90 minutes politique, l'émission qui va au cœur des problèmes de la cité, des problèmes du Cameroun et des problèmes de l'Afrique. Alors aujourd'hui, une seule grande question, comment relancer l'économie avec évidemment une enquête, enfin une belle opinion sur le climat des affaires. Et puis en deuxième volet, on va voir pourquoi au Cameroun nous avons la culture des ondes négatives. Comment relancer la machine Cameroun avec des ondes positives. Nous avons évidemment la lourde tâche aujourd'hui de conduire cette émission avec des invités de qualité. Pour la première fois sur ce plateau, nous recevons Jean-Blaise Gouet. C'est un homme politique, c'est le président national du MPCC, c'est le mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Il est opérateur économique, promoteur dans les années 90 de la marque LG Lucky Gouet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Martial, merci de m'inviter sur ce plateau. Et pour la toute première fois, je me présente au public aussi bien politique, économique de Canal 2. Je souhaite avant toute chose, sauf si je reviendrai tout à l'heure. Non, allez-y. Mais je voulais quand même rendre hommage ici, avant de vous laisser continuer, rendre hommage à tous nos aînés, parce que je suis d'abord aujourd'hui un homme politique, un opérateur économique de surcroît, à ces aînés qui nous ont précédés dans la chose politique. Parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et je profite de cette antenne pour tout de suite commencer à dire merci et bravo au président Paul Biya, au président John Fondi, au président Bello Bouba, Dame Dioya, le grand combattant Mbouama Massouk et Anissé Kane, sans oublier tous les autres qui ont contribué à se battre pour asseoir une démocratie qui n'est pas encore parfaite, mais que nous autres, jeunes dynamiques de demain, avons le devoir de parfaire. Et pour cette entame, je tenais quand même à rendre hommage à tous ces aînés. C'est très bien dit, c'est rarement que les hommes politiques ont un discours si conciliant et si sage. On va essayer d'entrer en profondeur tout à l'heure dans le débat. Alors, maître Michel Doki, bienvenue dans ce plateau. Je commence à dire que vous êtes déjà une habituée de ce plateau. Vos interventions sont courues et c'est tout à l'honneur de la femme africaine, de la mère africaine. Je ne sais pas si vous êtes féministe, mais c'est la fête des mères et c'est le sillage et nous profitons par l'entremise de votre voix pour porter notre sentiment de joie à l'encontre de toutes les femmes. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'inviter une fois de plus. Je suis très heureuse de rencontrer monsieur. Je lui disais tout à l'heure que pour moi c'est une icône, c'est l'une de ces lumières d'espoir de ce pays parce que dans un environnement très difficile, on va revenir là-dessus. Il est l'un de ceux qui se sont battus et qui ont réussi. Et je crois que nous avons beaucoup à échanger et beaucoup d'idées à apporter à nos téléspectateurs sur la manière dont nous dessinerions le Cameroun de demain s'il nous en donnait l'opportunité. Alors, Henri Diabaté est attendu entre les bouchons interminables sur le pont du Vaury. Ce n'est pas une excuse, mais bon, il sera avec nous dans la suite de l'émission. Déjà pour commencer, Jean-Blaise Gouet, vous avez commencé tout à l'heure par remercier tous vos prédécesseurs, les aînés politiques. Vous avez commencé par Paul Biya, on peut aussi monter plus loin, à Idio, on peut remonter plus loin, jusqu'à Oumyobin, jusqu'à Osenda Afana, bref. Pourquoi vous avez envie de remercier et de saluer ces gens? Vous croyez qu'ils ont, ou bien tous dans l'ensemble, méritent vraiment que le Cameroun leur dise merci si tôt? Les aînés tous ces aînés se sont battus, ainsi que nos héros hier pour asseoir, pour amener le Cameroun au niveau où il est. C'est vrai que le Cameroun aurait pu avancer beaucoup plus vite et aurait été au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais j'ai dit, à leur niveau, je voudrais quand même saluer leur courage. Ils ont fait à leur niveau ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, le changement, l'alternance n'est plus une question. Mais tous les Camerounais attendent le changement.
Et les Camerounais veulent que la nation avance. Et cette nation doit avancer avec une nouvelle génération d'hommes politiques que nous incarnons. Vous êtes en train d'envoyer certains à la retraite. Ça peut être mal perçu. Vous croyez que pour Paul Biya, c'est la fin, ou pour les John Frondi, alors que le SDF, par exemple, fêtait ses 26 ans et Frondi n'avait pas une seule intention de lâcher l'affaire, ni aujourd'hui ni demain. Oui, alors ce que je voudrais dire, c'est quoi? Lorsque vous rentrez aujourd'hui dans chaque maison, la question de l'alternance, en fait, l'alternance n'est plus une question. Mais chacun, à la limite, vous dira, autour du président Paul Biya, chacun vous dira, au fait, est-ce qu'il va se représenter? Pourquoi il ne montre pas un dauphin? Chacun attend à ce que le président Biya montre un dauphin. Hier, j'ai suivi, hier ou avant-hier, dans les médias, Monseigneur Toumi, Le cardinal Christian Toumi, qui disait encore que Frondi doit passer le témoin. Vous voyez, donc aujourd'hui, c'est une évidence. La nation attend un changement. Et nous avons aujourd'hui au Cameroun à peu près 60% des jeunes en âge de voter. Nous autres, nous représentons une génération de sacrifiés, donc on n'attend plus rien du tout de la nation. Mais cependant, nous avons pour devoir ces jeunes de ne pas faillir en les laissant là où ils sont. Donc notre devoir, c'est de dire aux jeunes de continuer à garder espoir. Le Cameroun n'est pas une fatalité. Et donc, nous autres, nous sommes là, on ne fait pas de bruit, mais ce qui est certain, on n'oublie pas ces jeunes. Alors, mais Michel Ndoki, c'est quand même, c'est une belle vue politique là. D'un côté, on a comme l'impression que le président Biya ne veut pas laisser les affaires, mais ceux qui sont en face de lui, pour citer le cas de Frondi aussi, font exactement ce que Paul Biya est en train de faire dans l'autre camp. Est-ce que ça ne crée pas un problème? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui crée un climat malsain au sein de la politique au Cameroun? Si on avait vu l'opposition se mouvoir, proposer, être innovante ou innovatrice, ça allait peut-être donner quelque chose. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Je crois que le problème, c'est comment nous réagissons par rapport à ça. Et je suis d'accord avec M. Gouet. La question n'est pas de savoir comment se comporte M. Biya ou comment se comportent les leaders de l'opposition que nous connaissons. La question est de savoir, pour nous, Camerounais, si oui ou non, nous allons prendre les choses en main parce que nous sommes en train de parler de nous, nous sommes en train de parler de notre destinée, nous sommes en train de parler de notre pays. À la base, et j'ai eu l'occasion de le dire sur ces plateaux, à la base, c'est une république. Cet endroit nous appartient à tous. Cette terre nous appartient à tous. Nous sommes tous conjointement responsables de nous assurer que sa destinée soit la meilleure pour ceux qui l'habitent aujourd'hui et pour ceux qui l'habiteront demain. Donc, la question, le problème, pour revenir à votre question, n'est pas est-ce que le parti au pouvoir, est-ce que les partis d'opposition nous proposent des leaders valables, se renouvellent, nous donnent confiance. La question est de savoir si nous sommes déterminés à choisir pour nous-mêmes les leaders que nous méritons. Et je pense qu'effectivement, c'est la responsabilité de ceux qui sont éventuellement candidats aux fonctions de leader, de faire en sorte de rassurer la population. Sur ce point, je suis d'accord avec vous, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Personnellement, et je dis ça en tant que Michel Ndoki, autant qu'en tant que coordinatrice de Freedom Generation, le mouvement que je coordonne a pour vision que nous sommes libres. Nous ne sommes pas tenus d'attendre la permission de Paul Biya. Nous ne sommes pas tenus d'attendre que l'opposition telle que nous la connaissons aujourd'hui devienne digne de notre confiance. Nous sommes libres, libres de vouloir plus, libres de vouloir mieux, libres d'exceller et libres de proposer. Et j'espère que nous allons, nous, Freedom Generation, nous les Camerounais, tous les Camerounais, nous donc sommes vous êtes le porte-parole digne. Hein? J'espère le devenir en tout cas. alors Jean-Blaise Gouet, on arrive maintenant à parler des affaires. Parce que la politique, c'est une succession d'affaires, mais il n'y a pas de politique sans économie. Moi, de retour au Cameroun, souvent dans les années 90, on voyait
plus prospère qu'aujourd'hui, j'imagine, ou c'était une vue de l'esprit de l'adolescent que j'étais, mais il y avait l'Okigwe partout. Il y avait un homme d'affaires, comme il y en a tant d'autres qui ont disparu aujourd'hui. Est-ce que le système n'a pas contribué à vous broyer ou à vous tuer petitement ou qu'est-ce qui s'est passé pour que voilà on sente qu'il y a un blocage quand même globalement? Henri, merci pour cette question, de revenir là-dessus. Vous savez, je suis rentré de Côte d'Ivoire. J'ai été invité par les rois d'Afrique. Le président du Forum des rois. Alors, ces rois ont été émerveillés par la lampe solaire Haïda. Parce que, comme vous le savez très bien, l'Afrique aujourd'hui vit un problème de lumière, de délestage. Et c'est un problème qui est général. Alors, donc, en Côte d'Ivoire, autour des rois, ils se sont dit, tiens, ils ont appris qu'il y a un Africain qui faisait des merveilles pour éclairer tous les Camerounais, tous les Africains. Et ce qu'ils ont fait, ils m'ont envoyé une invitation. Je suis parti le 6 mai dernier, billet d'avion, hôtel 5 étoiles, et je suis arrivé là-bas, ils voulaient que je vienne leur présenter la lampe solaire moi-même. Que ce digne fils africain vienne lui-même devant ses patriarches leur présenter la lampe solaire. Je suis allé en Côte d'Ivoire, ils ont organisé une très grosse cérémonie pour moi, en mon honneur, et en l'honneur de la lampe solaire Haïda. Et cette lampe leur a été présentée. Ils se sont engagés à faire de la lampe solaire Haïda la lampe solaire des rois. Donc dans chaque maison des rois, vous allez retrouver demain la lampe solaire Haïda. Donc au moins 1 million de lampes. Et au sortir de là, je suis rentré avec non seulement leur bénédiction, mais en plus le sacre de chef traditionnel. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, hein, pas du Cameroun. Je parle de la Côte d'Ivoire. J'ai été invité chez eux. Alors, pourquoi je vous raconte cela? C'est pour vous dire, vous savez, ailleurs, lorsqu'on voit un Africain faire des choses, on soutient, on appelle, on met en lumière cet Africain-là. Chez nous, on tue. Vous voyez, moi, une conférence qui est passée à Yaoundé, là, il y a quelques jours. Investir sur le Cameroun? Voilà. Moi, je n'ai pas été invité. Voilà. Et vous savez très bien que la lampe solaire, l'Okigwe Haïda, c'est une lampe solaire qui éclaire tous les Camerounais, sans exception. Oui, on parlera peut-être de la lampe dans... Juste pour vous dire, allez-y. vous voyez, juste pour vous dire, pour vous donner un exemple. Donc, toutes ces personnes-là savent quand même aujourd'hui qu'il y a un Camerounais qui a apporté une solution solaire qui permet aujourd'hui aux familles de rester en sécurité, de ne plus avoir des familles, des enfants qui meurent à cause des bougies et des lampes tempêtes. C'est une solution que j'ai apportée. Donc, en fait, au Cameroun, on devrait soutenir ce genre d'initiative et promouvoir, c'est ce que M. Tony Elumelu et le président, l'ancien président de l'Union européenne, voilà, ils ont dit qu'avant, vous voyez, de faire venir des étrangers, il serait mieux de commencer à promouvoir les entrepreneurs camerounais d'abord. Et cette promotion ferait en sorte que les autres qui viendront se rallier à nous. Nous allons ensemble faire émerger l'Afrique. Mais on ne peut pas penser que c'est les autres qui viendront construire la nation à notre place. Et toutes les fois qu'il y a un digne, brillant fils qui pose des actes ici, il faut qu'on le tue et qu'on le rende à néant. Alors, Michel Ndoki, sur ce plan, pendant que vous calculez vos chiffres, pour voir combien font 1 million de lampes, ce qui est intéressant, c'est que on a vu un ministre d'un pays qui est venu là, un ancien ministre, Borloo, qui est venu proposer aux Africains la lumière. Et dans tous les palais présidentiels où il est passé, parfois c'est des gros chiffres qu'il est allé prendre. On parle de dizaines de milliards dans les gouvernements. Alors, est-ce qu'il faut attendre que c'est... Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise idée, qui suis-je? Mais je pense quand même qu'il y a un problème. Quand on a des solutions, est-ce qu'il faudrait aller chercher, à partir du moment où l'eau tombe directement dans la rigole,
Ouais, à partir du moment où l'eau tombe directement du ciel, pourquoi aller boire dans la rigole, comme dit un proverbe à l'ouest du Cameroun? Alors, pour répondre, je vais commencer par exprimer mon désaccord par rapport à une chose que vous avez dit, que vous ne vous pensiez pas légitime pour critiquer cette initiative. Je pense que vous l'êtes. Je voudrais quand même qu'on se souvienne que cette initiative d'organiser un forum des investisseurs est financée par nos impôts. Donc chacun d'entre nous a tout à fait la légitimité pour dire ce qu'il pense de cette initiative. Et que pensons-nous de cette initiative? Nous pensons que le Cameroun est aujourd'hui classé 172e dans le classement de Doing Business. Okay. Il fait partie des 20 pays dans lesquels en réalité, les 20 derniers pays dans lesquels il faut se rendre sur cette planète pour investir. D'accord? C'est dans ce contexte que le gouvernement camerounais décide de dépenser des milliards de francs pour appeler des étrangers pour venir nous expliquer pourquoi ce serait une bonne idée d'investir au Cameroun. Pourquoi ce serait une bonne idée d'investir au Cameroun en l'état actuel des choses? Pourquoi est-ce que nous sommes classés 172e? Ce qui signifie qu'en réalité, c'est une mauvaise idée. Ça veut dire qu'il y a 171 endroits sur cette terre, d'après des experts internationaux dont l'opinion est respectée sur la terre entière. Il y a 171 pays dans lesquels il vaut mieux investir plutôt que de venir au Cameroun. Mais pourquoi c'est comme ça? Je ne vous coupe pas. Michel Ndoki, est-ce que c'est parce que des gens dans leur bureau nous ont dit qu'on est dernier, qu'on ne doit rien faire non plus? Est-ce qu'il faut critiquer l'organisation? Non. Il s'agit de ce qu'on fait, pas du fait de faire quelque chose. Nous devons tous faire des choses. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on organise un forum pour dire à des personnes qui ne nous croient pas? Ce n'est pas parce que nous organisons dans une belle salle une réunion qu'on va croire qu'effectivement c'est une bonne idée d'investir ici. Les personnes que nous avons invitées, les investisseurs auxquels nous nous adressons, lisent ce type croient ce type d'experts. Alors, nous pouvons dire, en fait, ils sont assis dans leur bureau, je ne suis pas d'accord avec eux, comme d'ailleurs le gouvernement a l'habitude de le faire en ce qui concerne Doing Business, en ce qui concerne Amnesty International. Il passe sa vie à dire, ce sont des jaloux, ce sont des incompétents, et ce sont des personnes de mauvaise foi, il ne faut pas les croire. Sauf qu'eux, ils disent ça, et comme on est 7 milliards, il y a quelques autres milliards qui disent autre chose. Donc, la raison commande de s'intéresser à ce que ces autres milliards pensent. Et ces autres milliards pensent 172e sur à peu près 190 pays. D'accord? Pourquoi? Parce que les gouvernants actuels n'ont pas les solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Et chaque fois qu'ils ont prétendu qu'ils avaient des solutions et chaque fois qu'ils les ont mis en œuvre, le résultat est que nous avons dégringolé. Parce que nous avons encore perdu 4 places en étant 172e cette année. Nous avons perdu 4 places et nous en avions perdu 4 l'année d'avant. Donc nous dégringolons. La dernière initiative qui nous avait fait gagner des points, c'était le guichet unique. D'accord? Une initiative appréciable. Et quand on fait quelque chose d'appréciable, on voit bien que ces experts dans ce bureau-là apprécient. Sauf que, qu'est-ce que ça a donné? Aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment plus facile de dédouaner sa marchandise quand on veut importer pour produire, quand on est un chef d'entreprise? Est-ce que c'est plus facile qu'il y a 10 ans? Non. Est-ce que nous avons un tissu économique, un nombre d'entreprises, une main-d'œuvre qualifiée qui justifie que quelqu'un sorte de chez lui pour venir investir dans notre pays? Non. Et du coup, à quoi cela sert d'organiser une conférence pour venir parler? C'est une crise d'autisme. Ce n'est rien d'autre qu'une crise d'autisme. Vous parlez à des gens qui ne vous écouteront pas. Ce qu'il y aurait lieu, à mon sens, de faire, c'est de commencer par encourager ceux qui, contre toute raison, ont décidé d'investir ici parce que c'est leur pays et qu'ils l'aiment, à continuer de produire, à produire plus, à produire mieux. Et peut-être à aller vendre à l'extérieur. Une des priorités serait d'encourager ceux qui se battent, par exemple, pour notre indépendance alimentaire. Combien de milliards de francs perdons-nous chaque année parce que nous demandons aux Thaïlandais, aux Asiatiques, aux Européens, aux Américains de nous nourrir? C'est bien compris. C'est un premier chantier. J'en ai presque terminé. Ne confisquons pas la parole, madame. Ne vous inquiétez pas, ça ne risque pas d'arriver, vous me connaissez bien. Oui, donc, ça fait 5 minutes. C'est un premier chantier et j'espère que nous allons parler des autres.
il nous semble que la priorité devrait être d'encourager les investisseurs locaux à continuer comme ça, densifier le tissu économique. Je reviendrai tout à l'heure sur les autres aspects. Alors, je rappelle simplement que l'émission est suivie et relayée via les réseaux sociaux. Allez sur la page de l'émission 90 minutes politiques ou sur ma page, Martial Bissor, réagissez, intervenez et puis discutons ensemble. Alors, Jean-Blaise Gouet, vous êtes un opérateur économique. Vous êtes homme politique, président du MPCC. Et la question, je discutais avec un confrère, Denis Kwebo, qui disait qu'on ne montre pas le champ d'arachide aux rapalmistes. Est-ce qu'on a besoin d'appeler les gens à coups de centaines de millions pour Barroso et les autres, et de per diem envolés, et puis l'organisation de Yaoundé? Est-ce qu'on a besoin de tout ça alors qu'on a le problème et on sait ce qu'il faut faire? Elle a parlé par exemple des milliards, des chiffres exacts même, on parle souvent de 300 milliards rien que pour le riz en une année. Est-ce que ce n'est pas des pistes de solutions qu'on a des investisseurs comme Baba Dan Poulo ou vous-même ou Kadji enfin ils sont nombreux les Camerounais qui investissent? Alors, vous le savez peut-être mieux que moi, vous l'avez peut-être entendu sinon, Barroso, sa consultation, la conférence, a dû coûter à notre État peut-être 150 millions de francs, je crois. J'ai appris comme ça. Alors, il est venu, c'était peut-être bien aussi pour ceux qui sont là, parce qu'en fait, vous savez, il faut peut-être que les gens viennent de l'extérieur pour vous apprendre ce que vous devez faire pour décoller. Et moi, ce que j'ai retenu dedans, c'était des leçons en fait qu'on donnait aux Camerounais et à nos dirigeants. Parce que Barroso, il a parlé de l'état de droit, il a parlé de l'ouverture, il a parlé de la confiance déjà qu'on devait ramener. Et puis l'autre, je disais tantôt qu'il fallait soutenir les initiatives des nationaux d'abord. Alors il fallait peut-être dépenser des milliards de francs pour recevoir les leçons d'ailleurs. De deux, moi j'aurais bien aimé entendre que l'actuel président de l'Union européenne était venu, ou encore le nouveau président de la BAD était là. Mais on est allé chercher des gens qui en fait sont passés et aujourd'hui qui ne sont même plus crédibles face à ces institutions-là. Si demain on devait aller vers ces institutions pour demander des financements ou de l'aide. Au sortir de cette conférence, j'ai dû entendre autour, comme nous tous d'ailleurs, qu'il y avait eu les premiers résultats. Camtel, pardon, ils avaient eu des premiers résultats par la signature d'une convention de 150 milliards de francs CFA. J'ai bien peur qu'en fait, que ce soit ce genre d'annonce, non seulement qui fragilise notre système, qui trompe aussi la vigilance du chef de l'État lui-même, parce qu'en fait, le cabinet William Clark & Co. est un cabinet. Ce n'est pas un partenaire financier qui peut apporter de l'argent. C'est quelqu'un qui va négocier des financements et ensuite, il négocie des financements pour des entreprises. Ils enverront ici, au Cameroun, je crois, d'ici la fin du mois, une équipe technique pour une évaluation, travailler avec... Quand par les Américains, c'est pas une autre privatisation à la UNEO et nous on paye les frais aujourd'hui. Enfin, je pose la question. C'est peut-être de ça qu'il est question. Parce qu'en fait, en fin d'année dernière, pour combler le déficit budgétaire de l'État, parce que le déficit budgétaire de l'État remonte à peu près à 1200 milliards de francs. Donc le Premier ministre et le ministre des Finances d'ailleurs ont lancé ici, ils sont à la recherche des 1055 milliards de francs CFA. Et les 1055 milliards de francs CFA doivent être financés, un, par les privatisations, deux, les emprunts qu'ils vont lancer, et puis ils vont également aller emprunter de l'argent à droite et à gauche pour un pays qui, en fait, se veut sérieux. Donc, comme vous le dites si bien, il y a des entreprises en ligne de mire qu'ils ont effectivement prévu privatiser, parmi lesquelles la Camtel, Sodecotton, et puis Camerco et bien d'autres.
comme vous le dites, est-ce que ce n'est pas une privatisation masquée qu'ils sont en train de monter pour faire gober au Cameroun? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire des affaires dans un pays autoritaire? Je n'ai pas dit que c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est une belle démocratie. Tous les Camerounais sont d'accord. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on peut faire des affaires? Est-ce que tout peut aller mieux? Est-ce qu'on peut investir dans un pays où il n'y a pas une visibilité politique? Parce que tous les intellectuels tournent autour de la question. Pourtant, elle est fondamentale. Est-ce que quand il n'y a pas la démocratie, quand les gens ne respirent pas, quand il n'y a pas l'alternance, quand il n'y a pas tout ce qui nourrit la sève démocratique, on peut parler d'investissement, on peut parler de business? Je sais que vous ne parlez pas sérieusement quand vous dites que vous ne parlez pas du Cameroun comme d'un État autoritaire. Je sais que vous ne parlez pas sérieusement quand vous dites que les Camerounais pensent tous qu'on est en démocratie. Mais je tiens quand même, parce que ça va mieux en le disant, ça peut être une figure de style. Je tiens quand même à dire que, à notre sens, on est dans un régime autoritaire et non, bien évidemment, ce ne sont pas les conditions idéales pour assurer la prospérité de l'État en question. Pourquoi? Parce que l'homme aime avant tout être libre. Et dans un État autoritaire, vous ne vous sentez pas libre de créer, vous ne vous sentez pas libre d'investir, vous ne vous sentez pas libre de vous projeter dans l'avenir. Pourquoi est-ce que nous sommes dans une telle situation en ce qui concerne la corruption? Parce que fondamentalement, tout le monde veut avoir quelque chose maintenant, parce qu'il est risqué de se projeter même à 6 mois. On ne sait pas si on sera vivant dans 6 mois, on ne sait pas si on sera en bonne santé dans 6 mois, on ne sait pas si l'autre sera vivant dans 6 mois. Donc on développe cette attitude qui consiste à vouloir tout de suite, maintenant, parce qu'il n'y a que le maintenant que l'on maîtrise. Et ce n'est pas une manière sensée de diriger un État. De manière générale, nous avons besoin d'être en lien avec le passé et nous avons besoin d'être en lien avec l'avenir, d'être optimistes par rapport à l'avenir pour pouvoir continuer de créer. Nous étions en train de parler de la dette tout à l'heure et du fait que l'État semble déterminé, le gouvernement semble déterminé à continuer de s'endetter. Alors, au-delà des chiffres qui sont vertigineux, je pourrais peut-être en rajouter un autre. Il semblerait, selon les Américains, que nous soyons l'État francophone le plus endetté à l'heure actuelle et donc la tendance n'est pas appelée à baisser. C'est important parce que quand on parle de dette, on parle de remboursement et que c'est nous qui remboursons. Année après année, nous allons donc consacrer une part de plus en plus importante de ce que nous produisons, de ce que notre travail produit, à rembourser de la dette. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'aura pas d'argent pour améliorer les routes, qu'on n'aura pas d'argent pour construire des hôpitaux, qu'on n'aura pas d'argent pour... Mais est-ce qu'un pays peut se développer sans s'endetter? Je vous prends la réaction. Bien sûr que oui, il peut s'endetter. Donnez-moi 30 secondes. J'aimerais vous prendre la réaction de Serge Meva qui dit « Je pense que le développement du Cameroun est une affaire de tout le monde et non pour une seule personne, dont le président. Évitons des raisonnements antiprogressistes et rétrogrades. » Il est bien curieux, le monsieur Serge Meva, je ne sais pas qui... Je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est l'affaire de tous, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que lui est assez clair, et lui, moi, tout le monde, est-ce que nous sommes tous suffisamment clairs sur ce que nous, personnellement, nous faisons pour construire cet avenir? C'est une question importante. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Parce qu'il y a ce que nous faisons individuellement, et on en parle beaucoup de ce que nous faisons dans nos familles pour donner l'exemple, les valeurs que nous transmettons à nos enfants. Est-ce que cela change la donne par rapport au pays? Non. Et je crois que c'est parce que nous ne faisons pas suffisamment ensemble. Et que la question de ce que nous faisons ensemble est aujourd'hui la question primordiale. Ce que nous devons faire ensemble, c'est nous remettre la destinée de ce pays à des personnes capables, à des personnes qui nous proposent un programme qui va résoudre les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer de démissionner de cette scène-là, nous ne pouvons pas continuer d'avoir peur d'affronter le gouvernant actuel et de lui dire que nous allons manifester d'une manière qu'il ne peut pas contester, que nous en avons assez et que nous voulons aujourd'hui plus et mieux. C'est l'essence d'un mouvement comme Freedom Generation. C'est de créer en nous cet état d'esprit de liberté qui est de dire je n'ai pas peur qu'on me sanctionne, je n'ai pas peur que l'on me frappe, je n'ai pas peur qu'on m'envoie en prison, j'ai peur de continuer à rester dans l'inaction parce que nous allons continuer à nous Justement,
parlant de l'inaction, parlant de prison, il y a Guy Kwedi Nyeko qui nous demande, est-ce que pour être franchement, hein, ce qu'il dit là, je reprends, est-ce qu'on peut parler des affaires au Cameroun quand tous les hommes d'affaires sont en prison, quand tous les hommes politiques ou pas sont en prison pour rien? Enfin, pour rien. Il faut être sérieux. D'abord, il y en a un sur comment le plateau, mais je réagissez? vais les laisser réagir. Voilà, comment vous réagissez? Et si vous êtes de mauvaises affaires, on ne sait pas. Vous allez ouvrir Kondengi? Alors, je vais vous dire très honnêtement ce que je pense de l'opération Épervier. Alors déjà, je suis quelqu'un qui aime la paix et la cohésion sociale. Hein. Donc, demain, ce n'est pas une question, mais je peux vous rassurer que ça va certainement être une certitude demain, qu'une nouvelle génération soit au pouvoir. Et nous, demain, en principe, je crois qu'il faudra remettre tous les Camerounais ensemble. Tous. La peur du changement doit disparaître. Parce que autant ceux qui sont là aujourd'hui, qui croient, peut-être qu'en s'accrochant là où ils sont, et en ne donnant pas accès aux Camerounais de pouvoir continuer, de pouvoir avoir la chance d'émerger, parce qu'ils ont peur de ne plus être là demain. Moi, je veux rassurer tout le monde en leur disant que tous les Camerounais devront demain être non seulement unis. Je souhaiterais demain, si jamais le destin se manifeste tel qu'il se présente ou tel que l'avenir le promet, que je sois président au Cameroun demain, il faudra ramener tous les Camerounais à la maison. Tous les Camerounais, c'est-à-dire que tous les Camerounais qui, en fait, l'opération Épervier, pour moi, s'il fallait poursuivre tous les Camerounais, nous sommes tous, tous les Camerounais, hein? Nous sommes tous, je dis bien sans exception, redevables de quelque chose à cette nation-là. Oui. Voilà. Et donc, moi, demain, j'aimerais bien aller chez le président Paul Biya au village, le solliciter pour un dossier ou pour un autre, pour qu'il me donne non seulement sa sagesse, mais qu'il me donne un petit peu les directives. Tous ceux qui sont, tous les grands commis d'État aujourd'hui qui sont là en poste, demain, moi je souhaiterais mettre en place un arrêté donnant à toutes ces personnes non seulement les privilèges d'anciens chefs d'État, les privilèges d'anciens commis d'État, des gens qui ont servi à cette nation-là, et tous ceux-là qui sont à Kondengi, ils n'ont pas le droit d'être là-bas. Pour moi, on a besoin d'argent. On n'a pas besoin de ces personnes en prison. Vous allez condamner quelqu'un pour 10 ans de prison, 10 ans c'est vite passé. Il sortira de là avec des milliards de francs. Justement, et il reprendra ses milliards. Il y a Blaise Barthélemy Fouda, par exemple, qui pense qu'on devrait plus susciter le patriotisme et le nationalisme, parce que même si on libère ces gens et que le même sentiment de prévarication, si c'est avéré, si tout le monde vole au Cameroun, on n'est pas sorti de l'eau. Moi, je pense, Martial, que c'est un problème de système. Hein. C'est un problème de système et de génération. Demain, en principe, il faut que le Cameroun, que la nation avance. Alors, toutes ces personnes-là, comme je le dis très bien, le système a favorisé tout cela. Et ce système qui a favorisé ces manigances, aujourd'hui, est lui-même victime de tout ce qui se passe. Donc, on ne peut pas en vouloir à certains et ne pas en vouloir à d'autres. Moi, je dis qu'il faut, en principe, mettre une éponge dessus. On met toutes ces personnes-là. Si je suis président demain, un mois après, je vais les mettre tous dehors. Un mois après, il faudra qu'ils ramènent chacun de l'argent. On va les appeler le tribunal criminel spécial. On l'affectera à autre chose. Mais tous ces Camerounais devront sortir. Et à l'avenir, vous volez, on va réinstaurer certainement la peine capitale au Cameroun pour tous ceux-là qui pourront toucher à la chose. Est-ce qu'on aura réglé le problème? Alors c'est ça le drame. On a dit, sur ce point-là, nous divergeons. On a dit Paul Biya n'a jamais rien fait. Il lui-même a demandé des preuves. On a dit qu'il n'arrêtait personne, qu'il laissait ses frères, les cousins se servir à la popote. Maintenant, il a essayé de sévir. On dit qu'il en fait trop. Enfin, au-delà
de problème de personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique générale au Cameroun? Exactement, et je crois, et c'est sur ce point que je diverge de M. Gouet, je crois que nous avons besoin que nous n'avons pas un problème de génération ou de système, que nous avons un problème de valeur et que nous devons, en tant que leader, nous inscrire dans la rupture par rapport à une équipe qui n'a pas su vivre ses valeurs. Et nous inscrire dans la rupture, c'est notamment véhiculer et vivre le discours selon lequel, quand on fait quelque chose qui va à l'encontre de la loi, il y a des conséquences et les personnes doivent les assumer. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'opération Épervier ne crée pas ce sentiment dans ce pays qu'il vaut mieux être honnête que malhonnête. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais je crois que c'est ce sentiment que nous devons créer et qu'il est important pour les Camerounais qui se battent, pour les Camerounais qui souffrent, pour ceux qui ne voient pas le gouvernement les soutenir comme vous. Je crois qu'il est important que nous transmettions le message en tant que nouveaux leaders que ces gens-là ont eu tort, que ces gens-là n'ont pas bien fait et qu'on voit ceux qui, justement, ont souffert devenir les exemples, les hommes prospères. Il me paraît qu'il serait contre-productif de mettre tout le monde dans la même cour de récréation en disant, bon alors, ceux qui ont fait des bêtises, allez récupérer l'argent et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de récupérer l'argent, pardonnez à vos frères, nous allons continuer comme ça dans la paix et la bonne humeur. Je ne crois pas que ça fonctionnerait. Je pense sincèrement qu'il est nécessaire que nous passions par une phase de sérieux, une phase de courage, une phase comment dire, d'expiation. Mais le président Gouet a dit qu'il va réinstaurer la peine capitale. Et ça, c'est le deuxième point. Merci de le signaler parce que c'est le deuxième point sur lequel nous divergeons. Vous le savez peut-être. Je suis une abolitionniste convaincue. Premièrement, d'abord, au Cameroun, la peine de mort est toujours en vigueur. Deuxièmement, je suis une abolitionniste convaincue. C'est pour les cas de terrorisme, je pense. Oui, entre autres. Voilà. Entre autres. Mais il y a la peine de mort pour un nombre incalculable pour des effractions, des vols avec effraction, pour des vols lorsque vous êtes armé, même alors, si personne vous êtes contre, n'est blessé. Hein? Donc je suis une abolitionniste convaincue parce que je crois que c'est un mauvais message à envoyer au peuple que de devenir des assassins parce que nous avons en face de nous des assassins, pour faire court, parce que le sujet d'aujourd'hui n'est pas la question de la peine de mort. Je crois qu'une fois que nous nous serons inscrits dans cette dynamique de rupture et que nous aurons assis l'action des leaders de ce pays sur un socle d'intégrité, et l'intégrité c'est aussi avoir le courage de sanctionner, de punir, y compris des proches. Vous avez vu ce que cela a fait pour le Ghana, vous avez vu l'espoir qu'a drainé avec elle le premier ministre sénégalais quand Macky Sall a formé son premier gouvernement. Ce que l'on entendait le plus sur elle, c'est qu'elle n'avait pas hésité à faire sanctionner un proche qui avait violé la loi. Nous devons reconnaître dans ce pays, et c'est un petit clin d'œil par rapport à vos remerciements, que nous avons un ensemble de lois, de textes correctement écrits. Le gros problème de ce pays, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment appliqués. Et c'est notre responsabilité en tant que futur leader de faire en sorte que ça change. Justement, Jean-Blaise Gouet, nous avons donc le Cameroun qui est sous nos pieds. Pour relancer les affaires, on a dit la corruption, il y a quelque chose à fouiller là-dedans, l'éthique, la bonne gouvernance, mais ce n'est pas tout aussi. Il faut redonner peut-être autre chose aux Camerounais. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus pour qu'on entre? Et là, c'est le deuxième thème qui nous interpelle maintenant, c'est les ondes positives dans une nation. Pour que ça marche quand même, il faut que le taux de négativité soit moins élevé quand même. Les ondes positives vont avec les ondes positives. Ça veut dire quoi? Il fallait trouver ça. Nous sommes dans un système. Ouais. Et dans ce système, M. Gouet prend l'initiative de fabriquer une lampe solaire. À côté, dès que nos frères voient cela, ils se disent, M. Gouet, peut-être que sa lampe solaire pourra l'aider à devenir président demain. Il faut le casser. Donc tout de suite, il faut arrêter M. Gouet et le stopper. Si on ne peut pas le faire d'une manière directe,
on va aller encourager la contrebande. Et on va même financer cette contrebande pour inhaler les efforts de M. Gouet. Alors, donc, j'ai dit qu'on est dans un système avec des hommes qui, en fait, n'ont pas de vision. Lorsque vous allez ailleurs, la nation doit avancer. C'est avec les efforts de chaque compatriote que nous pouvons avancer demain. Et si aujourd'hui, l'exemple là de la conférence, moi, ils savent que je suis là, mais je me suis interdit de ne jamais appeler ni quelque part pour réclamer un billet d'invitation. Ça, c'est plus à mon niveau. Donc, quand vous méritez, on doit venir vous chercher là où vous êtes. Vous voyez? Donc, les Camerounais, en fait, vous allez voir, on a installé en Vomeka une mini-centrale solaire. Cette mini-centrale solaire a coûté à peu près 494 millions de francs. 494 millions de francs. Alors, cette mini-centrale solaire est composée d'à peu près 393 panneaux solaires. Un panneau solaire, il fait à peu près 250 watts. Et le watt du panneau solaire vaut à peu près 0,6 $, soit 1 $, arrondissons à 1 $, à peu près 600 francs CFA. Quand vous multipliez les 294 panneaux par les 600 francs CFA, par les 250, ça vous donne à peu près moins de 40 millions de francs CFA. Ils ont installé également moins de 40 millions de francs CFA. Ils ont installé également les lampadaires solaires. Un lampadaire solaire d'à peu près 10 mètres, lui également, il coûte à peu près 1200 $. Voilà. Donc, tout cela calculé, le matériel à lui seul coûte moins de 80 millions de francs CFA, à lui seul. Et cette installation a été facturée à 494 millions de francs CFA, un don qui a été fait. Alors, à ce matériel-là... On facture un don? À ce matériel-là, je ne sais pas s'il a été... En fait... Oui, allez-y. Voilà. À ce matériel qui a coûté moins de 100 millions de francs CFA, si je rajoutais les onduleurs et tout le Bataclan, plus quelques immobilisations pour abriter ce matériel-là, ça ne nous revient pas à 200 millions de francs CFA. Tout compris. Alors, il a été facturé à 494 millions de francs CFA, 500 millions de francs CFA. Alors, au lendemain de cette installation, de ce don qui a été fait par les Chinois, on allait poser sur la table du Premier ministre, parce qu'en fait, l'État a décidé d'installer la même chose, le même système sur à peu près 160 localités, 166 localités au Cameroun. Alors, le bonhomme a déposé sur la table du Premier ministre ou du gouvernement cette offre-là de 166 autres installations comme ça à 494 millions de francs CFA. Moi, avec une installation, on ne viendra jamais chercher M. Gouet. Avec du matériel comme ça, nous avons l'expérience, c'est notre travail. Au lieu d'installer dans 166 localités cette installation, on pourra avec la même somme d'argent installer au Cameroun dans 320 localités le matériel avec la même somme d'argent. Et pourquoi ça ne marche pas? Alors, Michel Doki, c'est un problème, c'est quand même sérieux. Pour développer une nation, on le disait, c'est d'abord des ondes positives. Et au Cameroun, le taux de négativité est quand même très élevé. Les Camerounais font comme si ils doivent se bouffer entre eux. Ils sont très nerveux, ils sont très méchants à la limite. Ça part de l'arrogance des fonctionnaires ou des administrateurs, des ministres ou des autres sur les populations et inversement. Il y a quand même un mauvais climat général. Ces ondes-là, est-ce que vous ne ressentez pas que c'est aussi ça qu'il faut travailler pour développer une nation? Bien entendu, et je crois que c'est ce que monsieur vient de faire. C'est un exemple quand même... Je crois que c'est ce que monsieur vient de faire. Après, ça dépend où est-ce que vous avez envie de porter votre regard. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Je n'ai pas de regard à porter, moi. Non, mais je ne parle pas de vous en tant que personne. Nous passons à la télé, n'est-ce pas? Donc, je parle de tout le monde. Ce que j'essaye de dire, c'est que cet état d'esprit, cette agressivité, c'est un phénomène construit. Il ne faut pas avoir l'impression que c'est un phénomène génétique, c'est un phénomène construit.
c'est exprès que les leaders créent ce sentiment de négativité, cette espèce de méfiance, parce que quand on se méfie, on ne se met pas ensemble pour changer l'ordre des choses. Donc, oui, il faut faire quelque chose contre ça, complètement d'accord. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que il faut vous remercier de nous donner l'opportunité de le faire au grand public. Au grand jour, je voulais dire. Monsieur Gouet vient de donner l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui avec l'argent de l'État et une très bonne explication de l'incapacité du gouvernement actuel à obtenir des résultats. Cette incapacité est due au fait que comme il ne s'intéresse manifestement pas à produire pour son pays, mais qu'il s'intéresse à produire pour lui-même, il accepte des surfacturations et 50% de ce qui est dépensé est perdu. Quand on veut éclairer un village, on va perdre 50% de la valeur de l'électricité que l'on peut produire dans un circuit de corruption. Justement. Cela veut dire que un leader qui réfléchirait différemment pourrait déjà multiplier par 2 les sommes d'argent qui sont disponibles pour produire dans ce pays. Ça voudrait dire 2 fois plus de routes, 2 fois plus d'hôpitaux, 2 fois plus d'entreprises dans les différents services que nous essayons de privatiser aujourd'hui. Ça voudrait dire 2 fois plus d'argent investi pour encourager l'intégrité dans ce pays et du coup, nous aurions moins besoin de privatiser et d'accuser le fait que ce sont des entreprises publiques du manque de rentabilité de ces entreprises-là. Tout à fait. Alors, Jean-Blaise Gouet, l'illustration que vous avez faite tout à l'heure donne quand même froid au dos. Mais pour que les Camerounais, même dans mon village là-bas, dans l'arrière-pays, comprennent pourquoi dans ce mauvais cœur, pourquoi nous sommes dans une république du mauvais cœur généralisé, surtout entre Camerounais. C'est incroyable. Moi, je pense que, vous savez, pour moi, la femme est la meilleure gardienne de la chose publique. Et demain, forcément, si j'arrivais à être chef d'État dans cette nation, je pense que nous allons prendre au moins les 60% des femmes qui vont gérer la plupart des postes de cette nation-là. Parce que lorsqu'on regarde très bien, tous ceux-là qui font, vous savez, ceux qui ont géré la chose publique aujourd'hui au Cameroun, en majorité, c'est des hommes. Et ces hommes, comme moi je le dirais toujours, hein, je suis reconnaissant, j'ai le droit de reconnaître ce que le président et les autres ont fait. Et aujourd'hui, je ne peux pas avoir en tête une seule idée de penser que je vais gérer la nation demain seul. Non. Je serai obligé demain de solliciter ceux qui sont là aujourd'hui, quelques-uns de ceux qui sont là aujourd'hui, plus tous ceux qui sont dehors. On n'a pas dit... Et ensemble, on pourra avancer. Justement, on n'a pas dit que tout est mauvais, Voilà. que tous les Camerounais sont méchants, mauvais, jaloux, aigris. Non, c'est pas à moi de dresser ce panneau. Je constate simplement qu'il y a comme une sorte... Enfin, on ne se vole pas à soi-même ou à son propre pays de la manière dont on le fait si on n'est pas quand même un peu méchant. La femme vole beaucoup moins dans cette nation-là. Oui, mais pourquoi les Camerounais en sont arrivés là? Même Paul Biya, c'est un constat que tout le monde fait. Pourquoi les Camerounais dilapident tout? Pourquoi on vide les caisses? Pourquoi les trésoriers payeurs partent avec la mallette? Pourquoi je sais pas, tout le monde a envie de prendre quelque chose dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça changerait que je le comprenne. Ce qui est important, est-ce que c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur tête ou... Excusez-moi. Ah non, enfin, allez-y. Et ou est-ce que ce qui est, Qu'est-ce qu'on doit important, faire? c'est de changer ce comportement? Mais justement. Une des pistes pour obtenir le changement, c'est de faire de la psychanalyse. Une autre piste, c'est de proposer un modèle différent. Et je pense que c'est ce que nous sommes là pour faire. Nous proposons un modèle différent. Nous sommes un modèle différent. Et il faut donner de bonnes raisons à nos compatriotes de préférer ce modèle. J'ai travaillé personnellement pendant un certain temps sur une initiative qui s'appelait Business Coalition Against Corruption, qui est une initiative des entreprises du secteur privé pour dire nous allons désormais
travailler de manière différente, promouvoir des valeurs d'intégrité à l'intérieur de la structure, mais dans nos relations avec l'État. Et cette structure a conclu un partenariat avec la CONAC, avec l'État, pour dire nous allons vous dénoncer les cas d'agents qui nous mettent la pression pour que nous corrompions et vous allez vous engager à punir de manière à ce qu'il y ait un découragement par rapport à l'acte de corruption et un encouragement de l'autre côté par rapport à l'attitude intègre, au comportement intègre, à une façon intègre de mener ses affaires. Ce que nous devons faire, c'est expliquer aux gens pourquoi c'est mieux d'être intègre. Il est clair aujourd'hui que la corruption n'est pas une manière pérenne de gérer une entreprise. N'importe quel chef d'entreprise, s'il analyse son business sur une longue période de 10 ans, 15 ans, 20 ans, va arriver à ce constat-là. La corruption vous permet de résoudre des problèmes à très court terme, c'est-à-dire un douanier qui veut de l'argent pour dédouaner votre marchandise, un agent de police qui veut de l'argent pour apposer une signature. À très court terme, vous allez résoudre ce problème. Mais vous allez créer un appétit chez ce douanier et chez ses collègues. Et à long terme, c'est pour ça que des pays comme les États-Unis investissent pour que, même dehors de leurs frontières, on arrête de corrompre. À long terme, vous créez un système d'égoïstes, de méchants, de cyniques, qui chacun veut tirer la couverture de son côté. Qu'est-ce qui se passe quand plusieurs personnes tirent chacun la couverture de son côté? Elle se déchire. Il y a M. Fomete qui disait que y a pas, la corruption est souvent imposée par les multinationales. Absolument, oui, bien sûr. C'est un autre système. Mais après, je voudrais réagir par rapport à ce que M. Fomete dit en quelques secondes. Après, nous avons le droit de penser par nous-mêmes. Bien sûr. D'accord? Nous sommes tous des êtres de chair et de sang. Et nous avons le droit de penser par nous-mêmes. Alors, Jean-Blaise Gouet, le temps est passé, hein, on va partir, mais sur des ondes un peu plus positives. Quel est le message qu'on peut passer à ce peuple camerounais, cette jeunesse, ces gens qui nous regardent, qui se disent finalement pourquoi exister si personne ne nous écoute ou nous entend ou ne nous entend? Alors, je voudrais dire à la jeunesse, et surtout à la jeunesse et surtout aux femmes, qu'en fait, le Cameroun, notre nation, nous ne devons pas rester en marge. Nul n'a le droit de dire la politique, ça ne m'intéresse pas. La politique, c'est vous, la politique, c'est pas nous. Nous sommes là pour montrer un chemin, pour accompagner. Et demain, si je suis amené à gérer cette nation demain, je vais reposer d'abord aussi bien mes espoirs que les espoirs du peuple sur la femme. Au-delà de la femme, il faudra que les jeunes aujourd'hui se réveillent. Parce que lorsqu'on va au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, nous avons des gens, là encore, cette fois-ci c'est bien. Mais hier ou avant-hier, c'était encore grave. Parce qu'on retrouvait les vendeurs de champagne, on retrouvait les vendeurs de vin, des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui décident pour la nation. Et nous ne pouvons avoir que ce genre de résultats. Moi, je souhaiterais demain retrouver Maître à l'Assemblée, je souhaiterais la retrouver au Sénat, parce qu'il faudra des valeurs, il faudra des jeunes, il faudra que demain, ces instances soient colorées par une nouvelle dynamique d'hommes qui croient, qui a dans le cœur et dans l'âme l'éthique et la nation. Ce n'est que comme ça que nous pourrons avancer demain. Alors, merci Michel d'être venu. On se retrouve samedi prochain. C'est avec plaisir que vous êtes un peu ma consultante, si vous avez le temps. Alors Jean-Blaise Gouet, merci d'être venu, d'avoir pris de votre temps aussi pour venir. Les plateaux télé sont de plus en plus hermétiques, c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent, les gens s'en plaignent. Et quand on fait un effort d'aller dénicher souvent des invités de qualité comme vous, c'est un autre honneur. Merci. Nous vous remercions et sachez que je vous retrouve samedi prochain. Je ne savais pas qu'en m'engageant sur les voies du combat des libertés, ça allait nous coûter ce que ça nous coûte. C'est pas aisé. Mais tenez bon week-end. Les ondes sont positives malgré tout.